Et justement, dans le chaudron de cette élection présidentielle, il vous souvient qu'il y a quelques jours seulement de cela, ou alors quelques heures, le président du parti, on va le dire, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, a organisé un véritable méga meeting du côté de Paris, un meeting qui a soulevé ou alors rassemblé des foules immenses, non sans soulever de véritables controverses. On aura le temps d'en parler, mais d'abord, un tour à Paris par la magie des ondes avec ces images. C'est comme une folie. Même ceux qui avaient fait des études, y compris en venant ici, ils ont brûlé leurs thèses, ils ont tout déchiré pour aller au quartier. Maintenant, c'est le droit du quartier qu'ils font sur le plateau. Je me demande, parce que c'est un problème sérieux pour l'éducation de nos enfants, parce que je me demande ce qu'ils enseignent maintenant dans les amphithéâtres. Qu'est-ce qu'ils enseignent à nos enfants dans les amphithéâtres? Voilà le problème aujourd'hui. Alors voilà ces images qui ont été notamment tournées du côté de Paris lors de ce méga meeting. Vous êtes membre de la société civile, Philippe Nanga, une réaction? On a pratiquement entendu le professeur Maurice Kamto qui a parlé entre autres, ou du moins qui s'insurgeait de la posture que prenaient un certain nombre de professeurs de droit, notamment des grandes universités, non seulement du Cameroun et d'ailleurs. Réaction? Je dois dire que je me suis aussi posé cette question, je me suis interrogé. Il y a quelques semaines, j'ai posé la question à un ami qui est juriste. Et je lui disais, je suis très embêté depuis quelque temps dans notre pays. Alors, je comprends plus, je croyais qu'on parle de science juridique. Quand on parle d'une science, ça veut dire quand même qu'il y a des protocoles, il y a des normes. Oui. Voilà. Ou c'est ça, comme on dit, ou c'est ça, ou c'est pas ça. Tout à fait. Moi, j'ai dans une autre vie une formation en génie mécanique. Vraiment, voilà, c'est carré. Tout à fait. Les procédés. Le respect des procédés. Mais depuis quelque temps, dans notre pays, c'est extraordinaire de voir comment des enseignants se contredisent sur une question de droit. C'est clair. C'est extraordinaire. C'est terrible. Moi, j'ai ma fille qui fait deuxième année de droit, mais elle est un peu perdue. Parce que finalement, elle ne sait plus à quel sens se jouer. Après, c'est vrai que c'est pareil. Il semble qu'il y en a qui répondent dans les amphis quand les étudiants, parce qu'ils enseignent autre chose. Ah oui. C'est ça qui est un peu bizarre. Ils enseignent autre chose et ils répondent. Certains des jeunes m'ont fait témoignage que non. Quand on pose la question, on fait, mais monsieur, vous avez dit ceci, non. N'écoutez pas ce qu'on dit à la télé, là-bas, c'est la politique. Mais sauf que, bon, peut-être la science semble déjà s'inféoler dans la politique. La science est libre. C'est encore très grave de le dire à des étudiants qui vous posent la question, mais monsieur, vous avez dit ceci, pourtant vous avez enseigné cela. Et vous leur répondez, non, ne regardez pas ce qu'on dit à la télé, là on est dans le champ politique. C'est dangereux. Alors, ils sont censés, quand on vient nous inviter ici, c'est pas pour que je défende ma position, c'est pour éclairer l'opinion. Tout à fait. Un média, c'est pas pour faire la propagande. C'est pas un espace de publicité. Ce sont des émissions claires, notamment éducation, sensibilisation et divertissement. Le rôle des médias, c'est d'accompagner, de mobiliser, de construire, d'informer, de former. Oui. Donc, si des gens viennent dire des choses, viennent biaiser la vérité, alors qu'ils sont des référents, c'est extrêmement dangereux. Donc je disais à mon ami juriste, mais alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Entre vous, là, vous disputez, non c'est ça, non c'est pas ça. Qui dit vrai? Qui est référent dans ce pays finalement? Parce que des gens vous disent, des gens qui me disaient hier, ah, tel professeur, c'est notre référent en telle matière. Aujourd'hui, le référent n'est plus écouté. Le référent dit, voici ce que nous devons comprendre de ceci, de la loi. Quelqu'un qui est le présentait comme référent. Parce que entre eux, quand même, les docteurs, les professeurs se disent non, en telle matière, moi je sais par exemple sur les questions électorales, on m'a toujours présenté un enseignant, je crois que c'est Magloire, pas Magloire, Grégoire, quelque chose comme ça, monsieur on doit. Ils se reconnaissent entre eux comme étant ceux qui ont des références qui sont vraiment à la hauteur, sinon au plus haut niveau sur certaines matières. Mais que ces gens-là, aujourd'hui, soient remis en question,
ça pose... il a raison de dire, c'est dramatique. À la limite, on se pose la question, mais où est-ce qu'on va? Comment on va construire un pays quand vous avez... C'est pareil sur les questions électorales. Vous avez des enseignants qui viennent vous dire autre chose alors qu'ils connaissent que c'est pas ça. Donc parce qu'il faut prendre une position favorable à tel ou tel camp. Je dis pour les jeunes, pour les enfants, c'est grave. Merci Philippe. C'est très grave. Donc sur cette partie-là, j'avoue que quand il parlait, j'ai écouté cette séquence-là, je disais, il y a quelques semaines seulement, je posais la question à un ami qui est juriste, mais où est-ce qu'on va? C'est vrai que mon ami m'a dit, écoute Philippe, parce que je lui ai dit, mais attends, les professeurs, il m'a dit, attention, il faut faire attention parce que tu verras très rarement, sinon jamais, 2 professeurs agrégés se contredire. Voilà, c'est vrai, en plus. Et il m'a quand même convaincu là-dessus. Merci. Parce qu'il m'a dit, Philippe, observe très bien, tu peux voir un docteur essayer de contredire, mais tu verras jamais 2 professeurs agrégés se contredire. Alors, mais ça semblait être ça parce que on a vu le professeur Abba Oyolo, Chulchwe, qui est pratiquement allé à l'opposé de ce que dit le professeur Eric Macias Onangini. Là, ce sont 2 cas patents, ils sont tous professeurs. On reviendra. Non, j'ai précisé professeur agrégé de droit. Alors, il a dit, vous pouvez. Et ça, j'ai cherché, je n'ai pas encore vu 2 professeurs agrégés de droit qui se contredisent sur. Merci Philippe. Alors, Clément Jo, on a vu ce méga meeting qui a fait énormément parler. C'est vrai qu'il y a pratiquement 2 tendances qui semblent s'opposer. Certains qui estiment effectivement que c'est un meeting qui en valait la peine au regard de la foule que cela a suscité, mais d'autres estiment quand même que on connaît notamment les tendances des Camerounais vivant à l'extérieur et que tout ce qu'on a vu en termes de mobilisation, ça ressemble quand même à une sorte de média mensonge ou alors de machination. Que dites-vous? Non, il faut dire que le pouvoir en place a peur d'une opposition forte. Et il faut comprendre que depuis un certain temps, 8 ans, 10 ans environ, les jeunes s'intéressent à la politique. Les jeunes ont repris espoir à la politique. Les jeunes pensent au devenir de leur pays. Alors, vous ne pouvez pas, entre 2018 et 2025, 7 ans ont passé. 7 ans ont passé, parler de quelqu'un dit qu'il est mauvais, qu'il est médiocre, et chaque fois vous êtes en train de parler de la même personne, ça veut dire qu'il est gênant. Les gens, j'ai vu des gens faire des statistiques, la population en Europe, les gens sont inscrits ici, les gens sont... Franchement, c'est de l'apôtre du Père et Pépin. En principe, ce gars sait jouer au jeu de dames. Le professeur Kamto sait jouer au jeu de dames. Il est vraiment en train de jouer au jeu de dames et ça nuit énormément au pouvoir en place. Ça fait à ce que vous allez voir bon nombre des Camerounais qui sont contre lui, et c'est tout à fait normal, mais à un certain moment donné, il faut être objectif. Alors justement, en parlant d'objectivité, il y a un fragment notamment de son passage du côté de Paris qui a également fait les choux gras d'une certaine presse. Justement, lorsqu'on revient sur ces éléments du Sénégal, le professeur Maurice Kamto dit justement il faut suivre, veiller sur les élections, quitte à ce que, jusqu'à ce qu'il y ait un changement, en prenant l'exemple sur les 50 morts du Sénégal. Alors beaucoup ont analysé ou alors interprété ça comme une sorte d'insurrection, d'appel à l'insurrection. Non, c'est pas vrai. Parce que s'il a pris l'exemple du Sénégal, le Sénégal a fait un travail en aval pendant longtemps. Sonko et son ami, ils ont fait un grand travail. Et quand le professeur est en train, il s'exprime de cette façon, c'est pour dire aux Camerounais, ne faites plus comme avant. C'est-à-dire, allez voter, surveillez vos votes jusqu'à la fin. Parce que je vais vous prendre un exemple simple. Nous avons certainement perdu les élections dans certaines circonscriptions. À l'époque, quand j'étais candidat, dans certaines circonscriptions dans ce pays. Mais nous avons vu que dans les circonscriptions où les acteurs politiques se sont impliqués du début jusqu'à la fin du processus, le pouvoir en place a perdu. Il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire. Alors, si on vous comprend bien, c'est cet appel, c'est notamment justement cet appel que fait le professeur Maurice Kamto. Chaque citoyen doit être formé à voter, à contrôler son vote jusqu'à la fin. Et en ce moment donné, on verra
par quelle alchimie le pouvoir en place va tricher. N'oubliez pas justement que dans les lignes du code électoral, c'est seul le procès verbal de l'ECAM qui fait foi. Vous nous en direz certainement plus dans les minutes qui suivront pour justement entériner ou alors vos propos ou pas. Alors, Arlette Ndiop-Poupa, vous avez très certainement, je sens que vous ne serez très certainement pas à l'aise d'évoquer ce sujet, mais c'est l'actualité, on en parle forcément. Est-ce qu'au vu de cette forte mobilisation qu'il y a eu du côté de Paris, on semble frémir un tout petit peu au sein du PCRN? Cela vous fait-il un peu peur? Malheureusement, le PCRN n'a pas le pouvoir. Nous aspirons à le conquérir, oui. Et le MRC aussi. Donc, vous avez simplement dit ce qui est. La campagne présidentielle a débuté et chaque candidat et chaque chapelle politique se prépare justement à prendre le pouvoir, et le MRC a organisé un grand meeting du côté de Paris. Je pense qu'il suppose que c'était exceptionnel et je partage leur point de vue. Maintenant, nous aussi au PCRN, on se prépare à organiser différents types d'activités. D'ailleurs, nous, on a décidé depuis le début d'année, depuis notamment l'ouvrage Ce que j'ai vu de Cabral Libye, de faire des descentes sur le terrain, d'aller vers les populations, de discuter, d'échanger pour partager avec les Camerounais justement notre projet de société. Donc en fait, aujourd'hui, chaque acteur politique aura sa stratégie pour conquérir l'électorat, mais c'est justement cette démocratie-là qu'on souhaite au Cameroun. Alors parlons de cette démocratie, vous êtes en train d'effectuer un travail du terrain actuellement. Il y a également eu des analyses qui allaient pratiquement dans tous les sens, remarquant qu'un tel meeting peut se produire à l'extérieur du Cameroun, à l'étranger, mais pas forcément au Cameroun. Vous, au PCRN, qui avez quelquefois rencontré des difficultés, il y a des éléments ou encore des événements documentés qui montrent comment, à quelques endroits, vos meetings ont été interdits, parlant d'un bicéphalisme au sein de votre parti, et même lors de certains grands événements, les défilés de 11 février, entre autres, à certains endroits. Est-ce que ces éléments-là ne vous amènent quand même pas à fustiger le système en place en ce qui concerne cette envie de musellement des autres partis? Il est clair que le système de notre pays n'est pas un système qui est effectivement à la hauteur de nos aspirations et de nos espérances. Déné parlait tout à l'heure de la jeunesse qui s'engage. Et cette jeunesse qui s'engage fait face justement à toutes les difficultés que le régime met sur pied, notamment un régime qui est beaucoup plus liberticide. Vous savez que depuis 2015, on a des dispositions légales qui permettent d'interpeller des citoyens simplement parce qu'ils manifestent ou autre. Et le PCRN, malheureusement, a été victime de ce dysfonctionnement. On a malheureusement des personnes qui, dans le gouvernement, ont oublié effectivement le rôle républicain qu'ils ont, et ils ont préféré jouer à un jeu malsain. Et jusqu'aujourd'hui encore, bien qu'on voit qu'il y a quand même, bien que nous ayons des décisions de justice qui nous donnent l'entière propriété du PCRN, on voit malheureusement encore certains sous-préfets refuser de nous accorder justement des manifestations, de nous permettre par exemple un simple défilé. Je peux vous rappeler que dans le Dja et Lobo ou bien dans la vallée d'une Thème, le 20 mai dernier, on nous a refusé de défiler. Il a été interdit au PCRN de défiler dans ces circonscriptions-là. Vous voyez à quel point aujourd'hui on veut simplement polariser le débat en essayant de montrer qu'il y a un seul parti au pouvoir qui existe et les autres partis politiques ne sont que ne sont pas représentés dans l'entièreté du territoire. Ce qui est complètement faux. C'est la démonstration et c'est le travail que nous faisons depuis des années. C'est de démontrer qu'aujourd'hui, le besoin de changement ne se retrouve pas seulement à Douala, Yaoundé, Bafoussam, mais il y a ce besoin de changement dans l'ensemble du territoire. Et les nombreuses tournées de l'honorable Cabral Libye lui ont démontré effectivement qu'il y a une soif de changement de la part de tous les citoyens, même des contrées les plus reculées. Mais également, là-bas, nous avons constaté aussi qu'il y a un certain nombre de dysfonctionnements. Le RDPC règne là-bas parfois en maître, ils sont seuls. Il faut donc qu'on aille dans ces localités-là, et c'est le travail que nous avons fait ces dernières années, essayer de nous implémenter un peu de partout. Et je tiens aussi à revenir un peu sur notre congrès que nous avons tenu, parce que vous avez évoqué la notion du bicéphalisme. Il faut préciser que c'est simplement des inventions, une fois de plus, du régime pour essayer de déstabiliser l'opposition camerounaise. Alors vous affirmez ce soir, pour ceux qui nous regardent, qu'il n'y a aucun bicéphalisme au sein du PCRN? Il n'y a pas de bicéphalisme
à la tête du PCRN. Le seul et l'unique président du PCRN s'appelle l'honorable Cabral Libye. Et naturellement, les gens nous ont voulu nous empêcher d'organiser notre congrès justement à Kribi en 2023 parce qu'effectivement ils voulaient créer une sorte de suspense ou de mettre l'honorable Cabral Libye en difficulté en disant que oui, puisque son mandat arrivait en cours en 2024, il ne serait plus le président légitime du PCRN. Malheureusement, nous avons tenu notre congrès à Kola-Famba et l'une des choses sur lesquelles nous nous sommes tous accordés, c'est le prolongement justement de la présidence de l'honorable Cabral Libye. Donc il est bel et bien président du PCRN et ce n'est pas seulement nous qui l'avons décidé. Il faut rappeler que par 4 décisions de justice, nous avons eu gain de cause. Il faut le préciser, c'est pas nous qui avons décidé d'aller en justice, c'est M. Kona Robert qui a décidé d'aller en justice et le juge lui a dit que monsieur, vous n'avez pas raison. Aujourd'hui, l'honorable Cabral Libye est totalement serein et il est conscient que, effectivement, les gens essaieront toujours de construire un discours. Parce que là, maintenant, la seule arme qui leur reste, c'est effectivement la construction du discours médiatique. C'est d'essayer de créer, justement, de la manipulation en essayant à chaque fois d'envoyer des messages, des quiproquos pour essayer de créer le doute. Mais le doute, il n'existe pas. Les militants du PCRN se reconnaissent et reconnaissent un seul leader. Et je crois que en dehors de nous qui sommes militants, vous ne l'êtes pas. Nous sommes militants. Donc s'il y a quelqu'un qui peut parler avec autorité du PCRN, c'est bien nous. Et nous ne reconnaissons qu'un seul leader. Il s'appelle l'honorable Cabral Libye. Arlette Ndjokoupa. Alors, Philippe Nanga, l'élection présidentielle d'octobre approche à grands pas. Vous qui êtes de la société civile, très certainement, vous êtes en quelque sorte le porte-voix des populations que vous côtoyez au quotidien. Quelles sont les grandes attentes des électeurs ou alors des populations pour 2025? Qu'est-ce qu'ils attendent du prochain président? Ils attendent du prochain président qu'il impulse véritablement le développement. Quand on fait l'état des lieux de notre pays, vous savez, il n'est pas du tout réduisant. On a des problèmes sur tous les aspects dans tous les domaines de notre société. Si vous prenez les infrastructures, vous avez des soucis. L'électricité, c'est un souci, l'accès à l'eau, à l'éducation, à la santé, vous avez des problèmes partout. Si vous êtes journaliste, je suppose que vous sentez bien cela, vous le vivez aussi en côtoyant des gens partout. Donc les gens attendent d'avoir un président qui peut véritablement, puisque nous avons de la ressource. Vous savez, le Cameroun est une grosse contradiction. Vous avez un pays qui a de la ressource matérielle et physique. Nous sommes un pays, n'est-ce pas, à un très fort potentiel des intellectuels. Nous avons un niveau, n'est-ce pas, de population qui a accès à l'éducation qui est très fort, n'est-ce pas, en Afrique. Et donc, malheureusement, on ne peut pas comprendre qu'un pays qui a autant de richesses, que ce soit sous-sol, que ce soit des richesses humaines, soit dans une telle misère ambiante. Si vous parcourez le Cameroun, vous regardez notre société. Moi, j'ai l'opportunité à travers nos activités de sillonner les 10 régions du Cameroun. Je les connais au moins 50 départements de ce pays. J'ai déjà mis les pieds là-bas avec des activités, parler aux gens. Donc, si vous y allez, vous allez dans des coins où vous savez qu'il y a des coins où il n'y a pas du tout comment on appelle, il n'y a pas d'énergie déjà, et il n'y a pas de réseau, ni radio, télé, rien du tout. Dans notre pays, ça existe encore. Il y a beaucoup de localités comme ça où dès que vous arrivez là-bas, vous n'avez plus rien, vous n'avez plus accès à d'autres personnes du monde. Vous êtes déconnecté, n'est-ce pas, du reste du monde. Ça existe encore. Et c'est pas très loin. Si vous arrivez à Ebolova, à 30 km d'Ebolova, vous allez vous retrouver déconnecté. Si vous allez à l'est, alors c'est catastrophe à l'est. Il y a plein d'endroits comme ça, il n'y a pas du tout de connexion, il n'y a pas de route. Même ici à Douala, vous savez que pour aller dans une commune, n'est-ce pas, de la Sénégal-Maritime. La Sénégal-Maritime, nous sommes dans la région du littoral. Pour aller en Dôme, dans la Sénégal-Maritime, vous devez passer par la région du centre. Hein? Donc vous traversez une autre région pour rentrer dans un département du littoral. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'infrastructure routière, n'est-ce pas, vous permettant d'y aller facilement
en restant dans la même région. Tout à fait. C'est pareil, vous êtes au sud, vous voulez aller à Krivi, qui est dans la région du sud, vous devez passer deux régions. Tout à fait. Le centre, le d'abord. littoral, pour partir dans le sud. C'est scandaleux de vivre ça. Alors ça date des années, donc des indépendants depuis, on n'a pas réglé. 80 km pour arriver dans l'Oncam, il n'y a toujours pas de route pour arriver ici dans l'Oncam, c'est 80 km. Alors, ça date. Donc, et si vous arrivez dans l'Oncam, il y a des localités là-bas où pour y arriver, vous devez passer par la région de l'Ouest. Alors, vous permettez, Philippe Nanga, en revenant sur ce portrait, rappelons que nous avons également en visio Raoul Gabriel Jankokussi, qui est diplomate et d'ailleurs directeur de publication de plusieurs journaux et même d'organes de presse. Il suit justement, il est également invité à cette émission. Raoul Gabriel Jankokussi, bonsoir. Bonsoir Xavier Raoul Elan, bonsoir à tous les co-panélistes. Plaisir pour moi d'être invité ce soir dans la prestigieuse chaîne Balafon TV. Et j'espère que ma petite contribution permettra d'éclairer l'opinion sur des sujets aussi pointueux que ceux que vous avez choisis ce soir. Alors, Raoul Gabriel, nous avons dit, vous êtes diplomate, vous avez été pendant de longues années, notamment directeur du BIT pour l'océan Indien et dans la ville, votre ville natale, à savoir Konsamba, vous êtes promoteur de plusieurs organes de presse. Alors, en tant que diplomate, nous sommes à l'approche des élections présidentielles. Vous qui avez vécu à l'étranger, quelles peuvent être les attentes, notamment des populations qui sont à l'étranger à ce moment, Raoul Gabriel Jankokussi? Vous avez dit je suis diplomate, c'est très bien dit. Et la diplomatie, le diplomate se caractérise par la réserve. Cela dit, je suis Camerounais, bien que diplomate. Je pense que tous les Camerounais, qu'ils soient de la diaspora, qu'ils soient nationaux, qu'ils soient vivants au Cameroun, doivent pouvoir participer de manière active aux prochaines élections qui marquent un tournant dans la vie politique de notre pays. Le chef de l'État lui-même avait dit que son mandat marquera un tournant très important dans la vie politique de notre pays. Donc nous devons être tous participants, acteurs actifs de ce changement, de ce tournant important de la vie de notre pays. Alors, en tant qu'ancien diaspora, en tant qu'acteur actif de la vie politique, économique, académique de notre pays, j'appelle tous les jeunes, tous les Camerounais à participer de manière très active aux prochaines élections. Alors, parlons d'élections, vous avez parlé de la diaspora, le mot est sorti de vous. On a vu une forte mobilisation, Raoul Gabriel Jankokussi, de la diaspora. Est-ce qu'on peut lire, on peut sentir émaner l'odeur d'une volonté ou encore une grande volonté de changement? Volonté de changement, en tout cas, volonté de participation. Je pense qu'il faudra prendre les choses plutôt dans ce sens-là. Le changement, je ne sais pas de quel changement vous voulez parler. Je pense que dans l'opinion, dans la vision, les gens disent changement, c'est de changer le président Paul Biya, c'est de changer le système en place. Ce qui est important, les Camerounais changent dans le bon sens du terme. Quel que soit celui qui sera là, quel que soit le système qui sera là, quel que soit le parti politique qui sera là, il faudrait que dans le programme qu'ils auront à développer, que nous les étudions, que les Camerounais, que l'opinion publique sentent ce vent d'amélioration de leurs conditions de vie dans tous les sens. C'est ce changement-là dont il est question. C'est l'amélioration des conditions de vie, à la fois économique, à la fois sociale, à la fois universitaire, à la fois politique, dont les gens ont besoin. Après, celui qui est là, le système qui est là, le parti politique qui est là, importe peu. Le plus important, les Camerounais ont vraiment besoin de voir leurs conditions, leur situation s'améliorer. Alors, parlant de l'amélioration de ces situations, s'il fallait justement revenir sur un ou deux cas, Raoul Gabriel, est-ce que le secteur sanitaire aujourd'hui est une priorité? Est-ce que le secteur de l'éducation reste une priorité? Ou même le secteur de l'emploi et surtout la lutte, pourquoi ne pas le dire, contre la corruption? Est-ce qu'on peut dire que ce sont là les grands défis auxquels, ou alors sur lesquels le prochain président devra s'attaquer avec force? Tous ces chantiers sont prioritaires, tous ces chantiers sont importants et quel que soit celui qui sera là, il devra en toute urgence s'occuper de ces points que vous avez cités. Moi, aujourd'hui, en tant que secrétaire exécutif de l'Association nationale des institutions privées d'enseignement supérieur du Cameroun, je vois une urgence
à la réforme de tout le système de l'enseignement supérieur au Cameroun. Nous avons la chance d'avoir une nouvelle loi proclamée par le chef de l'État le 25 juillet 2023 sur l'orientation de l'enseignement supérieur. Cette loi est totalement révolutionnaire et c'est le chemin que nous devons emprunter. Mais à côté de la loi ou avec la loi, il y a tout un vaste chantier de réformes qu'il faut engager, notamment dans les programmes de formation au niveau de la formation universitaire professionnelle, puisque l'orientation aujourd'hui, c'est l'université entreprise, c'est le statut étudiant-entrepreneur. Il est important donc que des réformes soient organisées dans le système de l'enseignement supérieur dans cette direction-là. Et il y a un point particulier concernant la formation médico-sanitaire pour lequel nous souhaitons, en tant qu'ANIPES, nous souhaitons qu'il y ait vraiment une réforme à la fois des textes, à la fois des programmes d'enseignement et une harmonisation de tous les acteurs et de tous les programmes qui sont prévus pour la formation des personnels médico-sanitaires au Cameroun. Alors, on reviendra à vous dans vous avez raison, que ce soit dans le domaine de l'enseignement, que ce soit dans le domaine de politique, économique, il y a des grandes réformes qui sont attendues. Merci Raoul Gabriel, vous ne quittez pas, vous restez avec nous, nous vous revenons dans un instant. Alors Clément Jo, on parle des réformes et notamment entre autres réformes sur lesquelles il faudra peut-être s'attaquer. Il y a les questions notamment de la transparence. Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas urgence à ce qu'une mécanique puisse se mettre en place pour que véritablement on puisse respirer le parfum d'une transparence dans le processus électoral au Cameroun parce que plusieurs formations politiques s'en plaignent? Je pense qu'il faut déjà rompre avec le système néocolonial. Vous savez, beaucoup des chefs d'État africains sont les sous-préfets de la France. Et ça fait à ce que toutes les réformes que nous faisons, c'est du copier-coller. Quand vous prenez par exemple le système LMB, c'est le système français. Quand un enfant a fait 2 ans à l'université, il a un BTS. En principe, qu'est-ce qu'il peut faire avec son BTS? C'est les réactions. C'est en ce moment-là qu'il nous faut en principe un président révolutionnaire. Il faut tout révolutionner au Cameroun. Nous avons les terres arabes, nous avons l'éducation, nous avons l'électricité, nous avons l'eau, nous avons les infrastructures. C'est un grand chantier. Vous avez donc un système que depuis 43 ans, il est là si vous voulez aller plus loin. Ce patriarche, si vous voulez bien regarder, ce patriarche est nommé secrétaire général à la présidence de la présidence de la République en 1968. Il cumule 2 postes, directeur du cabinet civil et secrétaire général jusqu'en 1972. 1975, premier ministre. Tout à fait. 1982, président de la République. Si vous prenez de 1968 à aujourd'hui seulement, où il a occupé les plus hautes fonctions, j'ai envie de dire que son prédécesseur était peut-être un mauvais gestionnaire, autant pour moi. N'est-ce pas? Lui qui avait été à côté d'Aïdjo, il aurait dû corriger toutes ces erreurs-là. Puisqu'il occupait des postes clés. C'était des postes clés. C'est-à-dire qu'il était au four et au moulin. S'il avait constaté que son prédécesseur avait des difficultés, quand il aurait pris le pouvoir en 82, il aurait corrigé ces difficultés-là. Mais, en tout état de cause, nous nous sommes trouvés plus pire. Aïdjo, c'était un farouche dictateur, ça c'est clair, mais nous nous sommes trouvés dans des situations plus pires, pour certains, qu'au temps d'Aïdjo. C'est quand même fort ça. Mais non, c'est pas fort, il faut dire la réalité. Il y a quand même que les Camerounais du nord à l'ouest, du sud, du centre, tous allaient gratuitement à l'université. Est-ce que vous savez qu'en 1989-1990, la bourse a été supprimée à l'université? C'est-à-dire seulement 7 ans, ou seulement 7 ans que Biya ait pris le pouvoir. Et c'est là où a commencé toute la révolte au Cameroun. Alors, ça veut dire qu'en ce moment-là, le fils du paysan ne pouvait plus aller à l'école. On supprime, non seulement on supprime la bourse,
Mais l'université monte à 50 000 francs CFA. C'est-à-dire des 0 à 50 000 francs, tout d'un coup. Mais le petit planteur qui avait la capacité de pouvoir envoyer son enfant dehors, est-ce que vous savez que tous ceux qui nous dirigent, là, ce sont des fils de planteurs? Ils ont reçu les bourses. Exactement. Aujourd'hui, les bourses existent, sauf que c'est à tête chercheuse. Vous allez trouver certaines personnes qui vous disent « Moi, j'ai été boursier ». Mais comment a-t-il fait pour être boursier? C'est ça la réalité. Or, nous savons tous que pour révolutionner un pays, on commence par l'éducation. C'est la première chose. Quelle est la pépinière que vous formez pour, si nous disons que la jeunesse est le fer de lance de la nation, quelle est la pépinière que nous formons pour demain? Vous constatez avec moi que même dans une université, vous constatez que bon nombre de professeurs d'université disent « Nous formons des enfants pour rien ». Nous avons donc hérité d'un système jacobin où on apprend aux enfants rien que de la bureaucratie. Est-ce que nous avons besoin de la bureaucratie si nous voulons le développer? Mao, pour développer la Chine, il a fallu 3 personnes pour développer la Chine. Et vous, dans le plan économique, nous étions en égalité parfaite avec la Chine. Hein? Et aujourd'hui, où en sommes-nous aujourd'hui? Nous ne pouvons pas être dans un pays où les jeunes diplômés ont hérité des mototaxis. C'est grave. Est-ce que le chef d'État a entériné ça en faisant un discours lors de l'inauguration de la première pierre du pont du Vouri? Il a entériné ça. Aujourd'hui, vous comprenez que quelqu'un vous dit qu'il est mototaximan, il vous dit non, mais le président de la République a reconnu notre métier. Est-ce que vous vous rendez compte? Alors que le Cameroun est censé être la locomotive de l'Afrique centrale. Mais attends, nous sommes à la traîne. Nous sommes à la traîne à tous les niveaux. Le système éducatif, vous envoyez votre enfant à l'étranger avec un bac, il arrive là-bas, on l'envoie se recycler. C'est-à-dire qu'il n'entre pas à l'université tout de suite. Ça veut dire qu'on doute. On doute de notre capacité, de notre éducation. Alors, mais justement, si vous parlez de ce doute, il y a quand même des faits qui montrent que la plupart du temps, lorsque les Camerounais qui ont suivi ce système éducatif se retrouvent à l'étranger, ils caracolent quand même parmi les meilleurs. Est-ce que sous le rapport de ces différents éléments-là, il ne faudrait peut-être pas mettre un peu l'eau dans le moulin? Il y a beaucoup de Camerounais qui, sur le plan intellectuel ou encore qui brillent évidemment dans les grandes universités du monde. Ça, je ne dis pas non. Mais je dis que quand vous arrivez à l'étranger avec un bac camerounais, vous allez vous recycler avant d'aller à l'université. Quelqu'un disait que quand vous êtes né en Afrique... Vous sortez par là? Non, quelqu'un disait que quand vous êtes né en Afrique, la vie vaut même 2-0. Il faut d'abord égaliser ces 2-0-là avant de commencer le match. Exactement. Alors nous sommes donc dans ce carcan-là. Il faut que les Camerounais se battent. Et Dieu seul sait que nous vivons pratiquement à 80% dans ce pays dans l'informel. Est-ce que vous vous rendez compte? Merci. Merci. C'est suivi Clément Jou. Alors, Arlette Ndjokopa, parlant de ces défis, notamment qui incombent au futur président de la République et à la notion d'unité nationale, parce que justement, lorsqu'on regarde du côté du nord-ouest et du sud-ouest, ce n'est pas totalement ça. On se dit que c'est peut-être une urgence d'abord de réunifier tous les Camerounais, de faire cesser notamment la guerre de ce côté-là, faire en sorte que chaque Camerounais puisse notamment revivre dans sa localité et participer au vote. Est-ce qu'au sein du PCRN, c'est un schéma que vous avez pensé? Vous avez imaginé ce schéma? Naturellement que nous l'avons imaginé, mais je voudrais revenir déjà à votre question sur le profil qu'on aimerait avoir du futur président, en fait. Parce que lorsqu'on parle de changement à la tête du pays, il faut justement que chaque Camerounais ait un profil assez clair de celui qui veut. L'Église catholique en a dressé une sorte de portrait robot. Il doit être jeune, c'est-à-dire avoir la capacité de faire le tour du Cameroun. Est-ce que vous répondez à ces critères? Je ne sais pas. Il doit justement être proche de ses populations. Il doit justement être proactif, entre autres. Bref, le portrait robot, il est connu. Ça, c'est le profil de l'Église catholique. Vous avez demandé aux musulmans ce qu'ils veulent aussi. Donc, en réalité, vous savez, le prochain président, effectivement, doit être rassembleur. Oui. C'est une nécessité, vu les différentes crises que nous avons passées, et vu notamment aussi la longévité du président qui a créé des barons dans ce pays. Des petits présidents. En fait,
qui sont devenus des dangers en fait pour la République du Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, ils roulent beaucoup plus pour en fait se maintenir, se reproduire et laisser leur génération, leurs enfants prendre le pouvoir. C'est ce qu'on note par exemple dans les écoles, avec donc, les noms des pères qui se retrouvent dans les grandes écoles qui viendront peut-être plus tard prendre le commandement. Oui, donc le prochain président devra pouvoir rassembler tous les Camerounais, rassembler nos cœurs, parce que nous avons un cœur meurtri. Nous avons des générations qui sont frustrées, nous avons des générations qui sont dépitées, nous avons des générations même qui sont dépassées. Parce que pratiquement 42 ans au pouvoir, c'est 4 générations que vous brûlez. Si vous prenez un peu des pays comme l'Angleterre, la France, vous voyez qu'en 40 ans, ils ont eu 4 types de dirigeants. Quand je parle de dirigeants, je parle du président de la République, je parle des députés, je parle des membres du gouvernement. Donc on a pratiquement 4 générations. On a même 4 générations de directeurs généraux. Parce qu'au Cameroun, aujourd'hui, les directeurs généraux sont abandonnés à leur poste, qu'ils soient performants ou pas.